Et en attendant une éventuelle reprise en Europe, avec notamment le plan de relance allemand, les baisses de taux de la BCE, l'environnement économique s'est dégradé du fait notamment de la guerre commerciale, des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Est-ce qu'il existe quand même des solutions pour augmenter ces revenus? Y a-t-il une formule miracle? Alors c'est vrai David qu'on pense que l'activité va quand même souffrir des allers-retours de Trump sur le relèvement des tarifs douaniers, un chômage qui remonte, une dette publique qui continue à augmenter. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire dans un environnement constant si les temps deviennent difficiles? Bon, alors effectivement, il y a quelques pistes possibles. Bon, déjà, si on dispose d'un portefeuille boursier, on fait quoi? Alors, si vous avez un portefeuille boursier, vous pouvez, par exemple, gérer au moins dans une partie, voire la totalité du portefeuille, des actions à gros dividendes. Donc, en privilégiant les sociétés qui maintiennent par tous les temps la distribution de la dividende. Ben oui, il y en a. Alors, exemple classique, c'est Total Energy, par exemple. Voilà, le dividende est toujours au rendez-vous et toujours, voilà, il n'y a pas de surprise, même si le cours de l'action baisse. Alors vous avez aussi des SICAV et des FCP qui sont spécialisés sur cette thématique, donc du coup ils vont distribuer les dividendes dans leur portefeuille. Il ne faut pas oublier David quand même que sur les 40 dernières années, les dividendes ont représenté plus de 30% de la performance globale des actions, c'est-à-dire si on fait dividendes plus plus-value. Donc en phase de baisse des taux d'intérêt directeurs en ce moment, bon, sous réserve bien sûr que les taux longs de marché ne montent pas plus, vous avez aussi une autre possibilité, c'est les sociétés foncières, les SIC, qui doivent redistribuer 95% des loyers et 70% des plus-values. Vous avez aussi les financières, les banques, qui en fait sont des bonnes distributrices de dividendes. Puis vous avez bien sûr aussi les sociétés à forte participation de l'État, CNP Assurance, EDF, Engie, Orange, qui reversent à leur actionnaire principal et donc aussi à leurs actionnaires minoritaires. Alors, autre option pour augmenter ses revenus, Laurent, alors un peu moins sexy, puisque là, pour le coup, il s'agit de puiser dans ses revenus, mais avec une fiscalité allégée. Oui, alors là, on peut effectivement effectuer un rachat sur son assurance vie, un rachat partiel. Alors, bon, l'idéal, c'est évident, c'est d'avoir un contrat multi-support qui est d'une durée supérieure à 8 ans. Et puis, vous pouvez procéder, par exemple, chaque mois ou chaque trimestre. C'est vous qui décidez en fonction des possibilités offertes par votre contrat, à des rachats partiels ou alors une fois dans l'année. Bon. L'imposition, elle sera limitée, en fait, dans la mesure où les gains bénéficient d'un abattement annuel, hors prélèvements sociaux, qui est de 4 600 € par personne. Alors, pour une personne seule, ça fait 9 200 pour un couple, par exemple, un couple marié. Alors, au-delà, selon l'option que vous choisissez, les produits de cette cession, ils vont être soumis à l'impôt sur le revenu ou au prélèvement forfaitaire libératoire à un taux réduit de 7,5%. Alors, petite réserve, c'est les versements qui ont été faits avant septembre 2017. Mais c'est quand même un taux réduit de 7,5% quand vous dépassez ce plafond. Pareil, Laurent, sur le PEA, on peut faire des retraits défiscalisés? Oui, alors en fait, les retraits sur le PEA, ça a été assoupli par la loi Pacte 2019, et donc maintenant, après 5 ans de détention, les retraits partiels sont moins pénalisants et sont beaucoup plus faciles. C'est une première possibilité. On peut aussi sortir du PEA sous forme de rente. Alors là, par contre, c'est un peu plus technique, parce qu'il va falloir calculer le montant de la rente, et là, c'est la compagnie d'assurance qui, en fait, va s'appuyer sur plusieurs paramètres, l'espérance de vie du bénéficiaire, les conditions de marché, etc. Bon, ce qui fait qu'en fait, par exemple, juste pour un exemple, c'est une personne de 65 ans qui a 100 000 € sur son PEA, qui aura un taux de conversion, c'est-à-dire le rapport entre la première rente annuelle et le capital de départ, va tourner autour de 3,5%. C'est-à-dire ça fait à peu près 3 500 € sur ces 100 000 € que je mentionnais. Donc, là, effectivement, simplement, cette rente qui est issue d'un PEA, elle bénéficie d'un avantage fiscal important parce qu'elle est exonérée d'impôt sur le revenu. Voilà. Elle reste quand même soumise aux prélèvements sociaux sur une partie de leur montant qui dépend en fait de l'âge du bénéficiaire. Alors, ça reste une possibilité. Bon, vous avez autre chose aussi d'ailleurs, c'est de profiter, à côté du PEA, vous pouvez aussi profiter des loyers, par exemple, d'un autre support, celui des SCPI. C'est-à-dire si vous avez en fait, même si les rendements des SCPI ont baissé avec la réduction de la demande de bureaux, les défaillances des commerces, mais vous avez quand même un ticket d'entrée des SCPI qui est accessible, parce que là vous pouvez rentrer à quelques centaines d'euros. C'est des revenus réguliers. Grosso modo, ils se maintiennent quand même en moyenne autour de 4% l'an. Vous n'avez pas les soucis de gestion. Et en fait, comme dans le même temps, les rendements obligataires, eux, de court terme, ils ont baissé, que vous avez de la volatilité sur les actions en bourse, on peut considérer que les SCPI, ça reste de ce point de vue-là une valeur stable. Et donc, on rappelle que les SCPI, les sociétés civiles de placement en immobilier, et donc elles acquièrent un patrimoine immobilier professionnel qui est affecté à la location et que la SCPI redistribue chaque année ou chaque trimestre à ses associés les loyers perçus. Voilà. Ouais, après, il y a
comment dire, le timing est vraiment opportun sur les SCPI. On sait bien qu'elles ont vu leur valeur de part baisser ces dernières années avec le retournement du marché immobilier. S'agissant des loyers, les loyers, eux, pour le coup, ils ont toujours été au rendez-vous? Voilà, donc ça peut être intéressant pour ceux qui rentrent, parce qu'ils vont rentrer à des prix très intéressants, donc du coup ils vont avoir un rendement supérieur sur des nouvelles souscriptions, ou alors ceux qui sont déjà dedans, si j'ose dire, et qui ont choisi de ne pas sortir, parce qu'ils savent que c'est compliqué, que ça va prendre du temps, bah, ils ont une attitude, on va dire, voilà, leur rendement a diminué, mais ils continuent à toucher en fait ces loyers, et c'est de l'argent qui effectivement est bien sorti, donc il va sur leur compte après taxation. Bon, dernière idée pour la route pour augmenter ses revenus? Oui, dernière idée, David. Par exemple, louer une chambre à un étudiant. Si vous habitez en résidence principale en étant propriétaire dans une grande ville universitaire où les tensions sont vives sur le marché locatif, hein, on sait que c'est le cas à Paris, à Bordeaux, à Aix-en-Provence, à Lille, à Lyon ou à Toulouse. Si vous disposez d'une chambre meublée qui est inoccupée, alors il faut quand même qu'elle fasse au moins 9 mètres carrés et qu'il y ait une salle de bain pas trop loin ou en tout cas attenante, vous pouvez la louer à un étudiant avec un bail réduit à 9 mois comme l'autorise la législation. Alors le mieux c'est d'utiliser le bail mobilité hein, notamment. Et alors là il y a un atout en plus, c'est qu'en fait si vous restez en deçà d'un plafond de prix au mètre carré qui est mis à jour chaque année, les loyers perçus ne seront pas imposés. Ce qui veut dire qu'en gros, pour donner un exemple, à Paris, la location d'une chambre par exemple de 12 mètres carrés, ça peut rapporter 2500 € par an net d'impôts. Allez, merci pour ces bons conseils, signé Laurent Salgard, journaliste au magazine Le Revenu. Merci Laurent, salut. Merci David, au revoir.